tourne, on est droit et ça m'a l'air bien stable. Donc c'est parti pour reprendre les semaines de vlog avec mes petits blabla livresques. Ah, ça fait très millénial tout ça. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, hein. Ça fait 2 semaines que je n'ai plus pris la caméra, donc ça me fait un petit peu bizarre voilà, de me revoir comme ça dans le retour de l'écran et de vous parler, mais un petit peu quand même à vide, hein, parce qu'on est par écran interposé et que ce que je filme là ne sortira seulement que dans 2 semaines. Mais bon bref, c'est le temps de parler 1 ou 2 minutes et puis je vais reprendre les bonnes habitudes. Sinon, écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous avez passé un bon congé de Pâques et que vous avez fait bien évidemment de très très belles lectures. Moi de mon côté, les vacances se sont extrêmement bien passées. Je suis partie donc en Égypte avec mon mari, on a vécu un voyage incroyable. Franchement, l'Égypte avec ses petits trucs pointus, ses scribbles et ses bonnes situations, c'est incroyable. C'est vraiment un voyage à faire une fois dans sa vie si vous en avez l'occasion, bien évidemment, je vous le recommande fortement. C'était un pays incroyable, en plus il faisait beau. Il faisait chaud et on a eu pas mal de petits moments off où j'ai pu me poser sur un transat et lire, et ça franchement ça fait du bien de pouvoir pendant toute une après-midi ne rien faire à part lire. Et voilà, donc j'ai dévoré pendant mes vacances 2 livres en entier et j'en ai commencé un 3e, mais je vous ai parlé comme d'habitude de tous les livres, de toutes mes lectures et de mes avis à leur sujet dans une vidéo dédiée que je n'ai pas encore tournée pour la petite anecdote à l'heure actuelle où je démarre ce vlog. Je tournerai la vidéo ce week-end, mais bon bref, elle est déjà disponible sur ma chaîne et donc je vous la mettrai comme d'habitude dans le petit juste ici si ça vous intéresse de voir les livres qui m'ont accompagnée pendant ces vacances égyptiennes et quel est mon avis à leur sujet. Sinon, comme je vous l'avais annoncé également dans cette vidéo, j'ai commencé un 3e livre lors de mon congé, mais que je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de terminer en Égypte. Et donc, c'est ma lecture en cours. Il s'agit de « Il était deux fois » de Franck Thillier. Donc, si vous vous souvenez bien de tout mon blabla livresque de ces derniers vlogs, je m'étais remise à la lecture des Franck Thillier grâce à un livre audio. Donc j'avais écouté plutôt Train d'enfer pour Ange Rouge. J'avais eu du mal à entrer dans le bouquin quand je l'avais sorti en physique, mais là, à l'audio, ça avait passé crème. Et donc, quand j'ai regardé dans ma palle les livres que je souhaitais emporter avec moi en vacances, celui-là me faisait énormément de l'œil, parce que du coup, j'avais renoué à la plume extrêmement agréable et à l'univers très noir de Franck Thillier, et j'avais envie de continuer mon exploration de des livres que cet auteur a écrit. Et il faut savoir que Il était deux fois, ça fait partie d'une saga, ça fait partie d'une trilogie. Le premier tome, c'est le manuscrit inachevé, le 2e, donc Il était deux fois, et le 3e, Labyrinthe. Et pour la petite anecdote, j'ai lu le manuscrit inachevé en 2020, en janvier 2020, et ça avait été un énorme coup de cœur. J'avais adoré ce livre, voilà, il est juste là. C'est celui-ci, donc le tome 1. J'avais adoré ce livre, mais pour être honnête avec vous, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Le manuscrit inachevé, je sais juste que j'avais dévoré ce livre et que la fin m'avait laissé sur mon séant, m'avait laissé sur mon petit popotin. J'avais été scotchée, j'avais trouvé que la fin était véritablement ingénieuse, c'était une intrigue hyper tortueuse. Enfin voilà, je me souviens très très bien de tout le ressenti que j'avais à la lecture de ce bouquin. En revanche, l'histoire, je m'en souviens plus du tout. Après, vous allez me dire, ça date d'il y a 6 ans, donc voilà, j'ai une bonne mémoire, mais elle a quand même ses limites. Donc ça, c'est donc le tome 1 de la trilogie, et Il était deux fois, c'est du coup le tome 2. Étant donné que je me souviens plus trop de ce qui se passe dans le tome 1, je ne sais pas trop pourquoi, en quoi ces livres sont liés, en quoi ils font partie de la même saga, parce que quand je regarde les 4e de couverture, il n'y a pas de noms qui reviennent, il n'y a pas l'air d'avoir de personnages récurrents, il n'y a pas l'air d'avoir le même enquêteur ou que sais-je, donc je ne sais pas trop en quoi ils sont liés.
J'irai peut-être voir ça sur internet, j'essaierai peut-être de trouver l'information pour vous la partager dans la suite de ce vlog, histoire d'être un petit peu plus professionnelle et voilà quoi. Mais en tout cas, je me souviens à l'époque que quand Il était deux fois était sorti au format poche, j'ai foncé à la Fnac pour aller l'acheter, parce que comme j'avais passé un excellent moment de lecture avec le manuscrit inachevé, il me tardait de lire Il était deux fois. Et finalement, c'est seulement 4 ans ou 5 ans plus tard que je le lis. Voilà, il aura fallu un certain temps pour que je le sorte, mais voilà, maintenant c'est fait et franchement, je prends beaucoup de plaisir. Mais avant de vous donner mon avis sur Il était deux fois, je vais peut-être vous parler de quoi ça parle. Attendez, est-ce que je vous lirai pas également le résumé du manuscrit inachevé? Si. Allez, soyons fous. Étant donné que c'est le premier tome de la saga, étant donné que je vous en parle, je vais vous lire la 4e de couverture, ainsi vous aurez au moins toutes les informations concernant ce bouquin. Et comme vous savez déjà que ça a été une excellente lecture pour moi, peut-être que ça fera un petit livre à ajouter à votre palle. Voilà, qui sait. Alors, du coup, de quoi parle le manuscrit inachevé? Une enquête sans corps, une défunte sans visage, un thriller sans fin. Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin. Dans le coffre, le corps d'une femme. À la station-service où a été vu le conducteur, la vidéosurveillance est claire. L'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane Morgan et Enaël Minor sont une seule et même personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Un mariage dont il ne reste rien, sauf un lieu, l'inspirante villa posée au bord des dunes de la côte d'Opale, et le traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire ressurgir le pire. Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres se pose. Vers qui et vers quoi se tourner quand l'unique vérité est que tout vous devient étranger? Voilà, un peu pour le résumé du manuscrit inachevé. Maintenant, en relisant cette 4e de couverture, j'ai un petit peu l'histoire qui me revient vite fait en tête. Je vais juste regarder la fin pour voir si c'était bien ça. Ah ouais. Ouais, ok. Je crois plus... Ouah, vite fait me souvenir de ce qui se passe à la fin. Mais en tout cas, c'est vraiment le livre où la dernière phrase, le dernier chapitre, le dernier paragraphe, mais surtout la dernière phrase est la clé de tout le roman. Et ça, j'adore. Et je me souviens maintenant effectivement pourquoi ça avait été un aussi gros coup de cœur. J'avais été manipulée du début à la fin. Et cette fin, et surtout cette dernière phrase, pépite. Enfin voilà, donc du coup pour le résumé, ou la 4e de couverture du manuscrit inachevé, qui est donc le premier tome de la saga, dans laquelle s'inscrit donc Il était deux fois. Et maintenant pour Il était deux fois, du coup, on va suivre Gabriel Moscato, qui est un flic, un gendarme plutôt, c'est un gendarme, qui malheureusement vit une période pas trop cool dans sa vie parce que sa fille vient d'être enlevée. Ça fait plusieurs mois qu'il n'a aucune nouvelle de sa fille, on a juste retrouvé son vélo et elle est portée disparue. Et donc Gabriel Moscato se livre à corps perdu dans une enquête sur la disparition de sa fille. Cette enquête le mène dans un hôtel de la région. Il va demander au propriétaire le registre afin de vérifier quels étaient les clients lors de la période d'enlèvement de sa fille, etc. Le propriétaire, bien sympathique, lui propose de se poser dans l'une des chambres, la chambre 29 au 2e étage. Et donc Gabriel, voilà, va dans cette chambre, épluche un petit peu le registre et puis ensuite s'endort parce qu'il est exténué par toute cette recherche véritablement effrénée. Le lendemain matin, Gabriel se réveille. Il se réveille et il s'est passé quelque chose de très bizarre dans le village parce qu'il y a plein d'oiseaux qui se sont mis comme ça à tomber du ciel et à s'éclater sur le sol. Et en plus de cela, fait extrêmement bizarre, Gabriel ne se réveille plus dans la chambre 29, mais dans la chambre 7, et fait encore plus bizarre, il n'est pas, donc quand sa fille a disparu, elle a disparu en 2008, sauf que
On n'est plus en 2008, on est maintenant en 2020. Sa fille n'a jamais été retrouvée et encore plus étrange que cela, Gabriel n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé entre le moment où il s'est endormi en 2008 dans la chambre 29 et le moment où il s'est réveillé en 2020 dans la chambre 7 du même hôtel. La seule chose qu'il sait, c'est que sa fille n'a jamais été retrouvée. Et on comprend également que pendant ce long laps de temps, il n'a jamais cessé de faire des recherches pour essayer de retrouver sa fille. Voilà, donc on se réveille véritablement, enfin on se réveille, on entre dans l'histoire véritablement avec un Gabriel qui n'a du coup plus aucun souvenir et donc on va suivre en fait ses pérégrinations dans l'histoire et grâce à ce qu'on sait des différents acteurs, etc., on comprend un petit peu que voilà, il y a eu des choses qui ont été découvertes, il a été sur une piste, etc., et en fait on va suivre cette enquête de reconstruction de la mémoire et en parallèle de reconstruction de ce qui s'est passé pendant le laps de temps qui a été oublié et pendant la... Attendez. Julien, tu sais baisser un petit peu la télé s'il te plaît, parce que ça va très très fort. Merci. Voilà, c'est la reprise pour tout le monde. Mon mari regarde la télé, mais avec un son qui est quand même relativement fort et qui me perturbe un tant soit peu dans mon petit blabla livresque. Donc du coup, je disais, donc on va suivre en parallèle Gabriel qui va essayer de reconstruire sa mémoire, de voir qu'est-ce qu'il a oublié, pourquoi, etc. Donc le malheureux, il est un peu, c'est un personnage qui n'est pas très fiable parce qu'il a quand même une période d'amnésie assez grande. Il est un petit peu paumé, il est un petit peu largué et du coup lui va essayer de récolter des indices pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant ce long laps de temps et nous en tant que lecteurs on va suivre toute cette reconstruction de la mémoire en parallèle mais également l'enquête qu'il a menée et les découvertes qu'il avait déjà fait mais qu'il refait maintenant. Enfin voilà, on suit tout ça en tant que lecteur. Je suis bien dans cette histoire, j'aime bien, je trouve que c'est très mystérieux. Donc Gabriel c'est vraiment un personnage principal que l'on va suivre qui n'est pas du tout fiable. On ne sait pas ce qu'il avait découvert, on ne sait pas ce qu'il a fait pendant ce long laps de temps et donc du coup ça en fait un personnage qui peut être aussi bien totalement désespéré, totalement vertueux que totalement noir et violent et donc je trouve ça hyper intéressant en fait de suivre ce personnage qui est bloqué dans une version de lui-même extrêmement antérieure et qui du coup découvre un petit peu tout ce que ce long laps de temps lui a fait subir, ne l'a pas épargné, etc. Et c'est vraiment hyper prenant et à la fois hyper frustrant parce que on comprend rapidement qu'il a découvert des choses sur sa fille mais on ne reçoit pas les éléments et les informations directement parce que il faut le temps de reconstruire le puzzle et ça prend du temps en fait de trouver les pièces, de trouver le bon endroit où les mettre, etc. Et donc on est là juste en spectateur et on n'a qu'une envie, c'est de dire mais allez dépêche-toi, tu l'as déjà fait donc tu dois t'en souvenir, allez c'est facile, tu l'as déjà fait mais non, enfin c'est pas si facile que ça, c'est quand même relativement compliqué et puis il y a les émotions qui jouent en jeu, il y a aussi cette incompréhension parce que pendant pendant 12 ans il s'en est passé des choses, il y a eu notamment des soucis avec sa femme qui ne l'est plus en 2020, il y a aussi son meilleur ami où il y a eu des trucs, etc. Et donc il y a toute cette espèce aussi d'incompréhension et voilà, je comprends pas pourquoi, enfin j'ai quitté ma femme, on était toujours mariés, maintenant on n'est plus mariés, en plus elle a refait sa vie avec toi, et toi, il s'est passé ça entre nous mais je m'en souviens plus et donc du coup c'est vraiment une atmosphère ultra particulière mais je trouve c'est hyper palpitant, enfin je sais pas, je suis hyper addict en fait à ce livre et j'ai qu'une envie, c'est de continuer cette histoire qui m'intrigue. Je suis très intriguée. Là où j'en suis, il y a des pièces du puzzle qui viennent d'être mis en place. On avance un petit peu dans l'enquête et ça dévoile des choses qui sont pas chouettes. Et du coup, ça fait... Enfin, moi, je me pose beaucoup plus de questions en me disant « Ok, donc s'il y a eu ça, potentiellement peut-être ça, et qu'est-ce qui se passe ?» Et comme il se souvient pas, peut-être qu'il y a ça. Mais alors du coup, il y a certaines personnes, on a l'impression qu'elles jouent sur le fait que Gabriel n'ait plus la mémoire intacte pour peut-être
potentiellement le manipuler ou cacher des choses ou mentir, etc. Et donc on est vraiment en fait dans une incertitude totale dans ce livre où on avance lentement sur des découvertes que là on sait que c'est très fiable, mais il y a quand même tous ces éléments un petit peu perturbants qui viennent comme ça autour de l'enquête et du coup ça donne une atmosphère très particulière mais moi que j'apprécie beaucoup. Je suis... j'ai envie de continuer ce livre et j'avoue que là la reprise du travail et le quotidien que je vais... Enfin les différents... oui la vie quoi, la vie normale hein, qui va reprendre cette semaine, ça me frustre un petit peu parce que je sais que je vais pas avoir beaucoup de temps à accorder à la lecture et j'ai qu'une envie, c'est de me poser sur un transat au bord d'une piscine et de lire pendant toute une après-midi pour pouvoir m'enfiler 100, 150 pages, voire 200 pages d'un coup et terminer ce livre au plus vite. Voilà donc un petit peu pour mon avis sur Il était deux fois de Franck Thillier. Je suis présentement à la page 212 sur 598, donc j'ai bien avancé. J'ai surtout lu ce livre au bord de la piscine de notre dernier hôtel et également sur le trajet retour. Là aujourd'hui j'ai pas lu beaucoup, hein. J'ai peut-être lu... même pas 10 pages. J'ai sorti le livre ce matin dans le bus et j'ai pas lu grand chose quoi. Ce soir j'ai cours de japonais et donc je pense pas que je vais lire beaucoup parce que on est rentré hier soir d'Égypte. Le chemin a été quand même assez long. Même si c'était pas non plus très crevant, hein. On n'a pas parcouru tout le globe donc il n'y a pas de décalage horaire ni rien, mais je sens la fatigue là qui commence à me gagner aujourd'hui, donc je pense que je vais aller dormir pas trop tard, donc je n'aurai pas l'occasion de m'accorder une longue plage de lecture aujourd'hui, mais j'espère que cette semaine ou en tout cas ce week-end je vais pouvoir bien avancer dans ce livre parce que vraiment c'est frustrant, enfin j'ai envie d'avancer le plus rapidement possible parce que je suis vraiment bien dans ce livre. Franck Thillier a réussi à m'embarquer directement et je suis accro quoi, je suis addict, j'ai vraiment envie de le continuer. Et c'est vrai aussi, je vais bien avouer que le fait d'avoir passé 2 semaines à pouvoir lire autant que je le souhaitais quand j'avais des moments off, etc. J'ai quand même lu 2 bouquins, j'ai bien avancé dans mes lectures. Là pareil, à l'hôtel j'avais bien avancé sur le début de ce livre. Le fait d'avoir le quotidien comme ça qui revient et de pouvoir lire que 20 pages par-ci, 20 pages par-là, c'est un petit peu frustrant, surtout quand on est dans une enquête aussi haletante que celle-là et qu'on a envie de connaître tous les tenants et aboutissants. Voilà donc pour ma lecture papier. Avant les vacances, je vous avais parlé de ma lecture audio, donc j'ai écouté Amstramgram de MJ Arlidge et je l'ai terminé dans l'avion direction de l'Égypte parce qu'il y avait un enfant devant nous qui malheureusement n'arrêtait pas de pleurer et donc j'arrivais pas à me concentrer sur ma lecture papier, donc je suis passée à l'audio pour me créer une petite bulle pas de silence vu que j'ai écouté quelque chose, mais bon bref, pour me créer une petite bulle pour plus de confort dans ce trajet d'avion. Et donc j'ai terminé Amstramgram. Je vous avoue que j'ai pas trouvé ce livre fifou quoi, c'est pas oufissime. J'ai trouvé que le livre... Ah oui, peut-être un petit rappel de quoi parle Amstramgram de MJ Arlidge. Donc on va suivre en fait la capitaine, je pense. Je sais jamais les titres des personnes des forces de l'ordre, mais normalement... Je pense qu'elle doit être capitaine. Enfin bref, on va suivre Hélène Grace qui travaille pour la police anglaise, qui va être mise sur une affaire un petit peu spéciale. En fait, il va y avoir plusieurs groupes de personnes qui vont être enlevées. À chaque fois, c'est un binôme qui va être enlevé. Des gens qui se connaissent, donc ça va par exemple être un couple, ou alors des collègues de travail, ou alors une journaliste et son avocat. Enfin voilà, c'est à chaque fois des personnes qui se connaissent, qui vont être enlevées. Elles vont être séquestrées dans un lieu clos, sans eau ni nourriture, et la seule chose qui est présente dans cette pièce close, dans ce lieu clos, c'est un revolver et un téléphone sur lequel il est noté un message, c'est que l'un des deux doit mourir pour que l'autre puisse survivre. Et donc on va suivre comme ça à chaque fois
l'évolution psychologique des personnes qui sont enlevées. Donc au début, ils vont essayer de trouver une solution, ils vont être assez vertueux de ne pas tuer directement l'autre. Et puis en fait, avec le temps qui passe, la faim, la soif et les conditions très précaires dans lesquelles ils sont placés, on va suivre un peu tout le développement psychologique jusqu'au moment où l'une des deux personnes tue l'autre. Et effectivement, la personne qui enlève le duo laisse la personne qui a tué l'autre partir. Et donc on va suivre aussi comme ça tout le développement psychologique des personnages du après. Et bien évidemment, on va suivre également l'enquête de police, donc qui est mise entre les mains d'Hélène Grace et de son équipe. Et en fait, voilà un petit peu pour le résumer. La seule chose, c'est que moi je trouve que ce livre était relativement long et répétitif, parce qu'en fait les enlèvements, on va pas juste en avoir 3-4, on va en avoir beaucoup plus. Et en fait à chaque fois c'est toujours le même rituel, hein, bien que les personnes, leur développement psychologique est à chaque fois différent, mais c'est toujours les mêmes mécanismes qui sont mis en place, c'est toujours les mêmes choses. Puis ensuite du côté de la police, étant donné que les enlèvements s'enchaînent, eux on comprend qu'ils stagnent totalement, donc pendant une très très longue partie du roman les policiers sont complètement perdus, n'arrivent pas à avancer. Et puis ensuite, en plus, on avance vers la fin du roman, les policiers continuent à être largués, et puis tout d'un coup, je dirais peut-être à 20%, 15% de la fin, les policiers ont un déclic, et puis tout s'enchaîne ultra rapidement. Même, je dirais peut-être même les 10% de la fin. Et du coup, pendant tout un long moment, on va avoir vraiment la police, ces enlèvements qui se répètent avec la police qui est incapable d'avancer dans l'enquête. Et puis, il y a un élément, et puis bam, voilà, tout se déroule en quelques chapitres, en quelques pages, pour arriver à un final qui, moi, j'ai pas trouvé ça convaincant, quoi. J'ai trouvé ce final hyper tiré par les cheveux. J'ai pas du tout été convaincue, du coup, sachant ce final, j'ai pas du tout compris pourquoi la police avait galéré autant pour trouver l'identité du coupable. Pour moi, j'ai trouvé véritablement qu'il y avait aucune logique entre les enlèvements et l'identité du coupable, et également entre l'identité du coupable et toute l'enquête policière. Pour moi, c'était vraiment une incohérence totale entre tous les éléments de l'histoire. Puis après, ce côté extrêmement répétitif, ce côté extrêmement long, et puis le final qui arrive et qui est déballé en 2-2, et qui finalement est totalement... Voilà. Je pense que ma tête vaut 1000 mots, mais j'ai vraiment pas été convaincue par ce livre, j'ai vraiment pas été convaincue par l'histoire. C'est le deuxième livre que je lis de M.J. Arledge, donc Amstramgram, c'est le premier tome d'une saga qui met donc en scène Hélène Grace. Moi j'avais lu La Maison de Poupée, qui est, si je ne dis pas de bêtises, le troisième tome de la saga. Et pareil, à l'époque quand je l'avais lu, on était peut-être en quoi? On était en 2020, 2021, quelque chose comme ça, ou 2018, enfin bref, non, peut-être en 2018, peut-être, je sais plus, mais c'était au moment où il est sorti au format poche, et je me souviens à l'époque, pareil quoi, j'avais trouvé l'intrigue sans intérêt, j'avais trouvé l'intrigue très très longue, très très plate, et un final, oui, déballé aussi hyper rapidement, et très très peu convaincant. Donc je pense que je vais m'arrêter ici. Dans l'exploration des livres de M.J. Arledge, je pense que ce n'est pas du tout un auteur qui est fait pour moi. Et en tout cas, cette saga avec Hélène Grace, je pense également qu'elle n'est pas du tout faite pour moi, parce que le personnage d'Hélène Grace m'agace. Je n'ai pas du tout accroché avec elle, je la trouve véritablement insupportable. J'avais le même sentiment dans le troisième livre, donc dans La Maison de Poupée. Et donc voilà, je pense clairement que ce sont des livres qui ne sont pas faits pour moi. Et je ne vais donc pas continuer mon exploration des livres de cet auteur. Voilà donc pour le petit update lecture de ma lecture audio. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore quel livre je vais écouter lors de mes prochaines sorties running, parce que voilà, qui dit reprise du travail, retour à la maison dit également reprise de l'entraînement running, parce que mine de rien, j'ai toujours un marathon à courir, hein, même si j'ai couru mon premier marathon de moi-même il y a quelques semaines de cela. Je suis toujours inscrite au marathon de Luxembourg, et donc il va falloir que je le cours, donc il faut que je reprenne les entraînements, d'autant plus entre parenthèses que pendant les 2 semaines en Égypte, on a bien mangé, hein, vraiment. Vous voyez la petite didine qu'il y a ?
Ah ouais, la nourriture était extrêmement bonne. J'ai fait quelques petits excès, donc il va falloir que cette semaine je me remette un petit peu en jambes, que je, voilà, décrasse un petit peu tout ça, que je me remette à mon petit entraînement sportif. Et je ne sais pas encore quel livre va accompagner mes sorties running, donc du coup je vous en parlerai sans doute dans la suite de ce vlog. Donc stay tuned comme j'aime à le dire. Et je vous dis donc, allez, à plus tard. Oh là là, c'était dur, la reprise, c'était dur. Franchement, désolée si mon blabla est un petit peu chaotique, confus, mais je suis fatiguée, vraiment fatiguée aujourd'hui. Et puis, franchement, je suis un peu intimidée de reprendre la caméra, ça fait bizarre. Ouais, on perd les habitudes en 2 semaines quand même, donc voilà. Bon, bref, il faut que je me réhabitue à faire mon petit blabla livresque, ça ira mieux dans les prochains rushs, mais en tout cas voilà, désolée si j'ai été un petit peu brouillonne, c'est le stress des retrouvailles. Je vous retrouve pour clôturer cette semaine de vlog. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 avril. Il est tard, il est vraiment très tard et je ne vous aurai pas repris dans la semaine parce que je n'ai pas beaucoup lu. Ah, les joies de la vie d'adulte et de reprendre le rythme du travail. J'ai pas eu le temps de lire la semaine dernière, c'était assez frustrant. Heureusement, ce week-end, j'ai pu quand même bien avancer dans ma lecture en cours qui est donc Il était 2 fois de Franck Tillier. J'ai vraiment pas mal lu ce week-end, j'ai lu au moins 200 pages. Je suis maintenant à la page 415, donc ouais, j'ai lu 200 pages. Voilà, surtout dimanche. Et franchement, ça fait du bien de se poser et de pouvoir lire quelques centaines de pages parce que franchement, j'ai pas du tout avancé cette semaine. Enfin bref, comme je l'ai dit, les joies de la vie d'adulte et c'était aussi le fait de reprendre le rythme après 2 semaines de travail. La réalité nous revient comme ça en pleine face. Bref, donc j'ai bien avancé dans Il était 2 fois et franchement j'en suis ravie parce que cette enquête, ah là là, elle est tellement addictive et en plus j'ai eu le plaisir, vraiment l'immense plaisir de comprendre pourquoi maintenant ce livre fait partie d'une trilogie et en quoi ce livre est lié au manuscrit inachevé qui est le tome 1. Et je peux vous dire que c'est extrêmement intelligent de la part de l'auteur, c'est incroyable. Franchement, le lien est incroyable. Hier, on était dimanche, j'ai pris un petit bain. Oui, parce que je ne peux plus prendre les bains, malheureusement, le lundi. Vous le savez, avant, ma routine du lundi, c'était petit bain, lecture et routine skincare. Mais maintenant, le lundi soir, j'ai cours de japonais jusqu'à 21h30. Et donc, du coup, je n'ai plus le loisir de prendre mes petits bains, mes petites baignades relaxantes, skincarantes et lecturantes, voilà, le lundi. Et donc, du coup, maintenant, je fais ça le dimanche soir. En plus, le dimanche, je fais souvent des runs longs. Et donc, ça permet de bien me détendre, de bien récupérer. Et également d'avoir un petit moment off, un petit moment me-time avant de démarrer les semaines qui sont assez chargées en ce moment. Bref, donc voilà, donc j'étais dans mon bain en train de me détendre avec mon masque sur le visage et puis je suis arrivée à un moment de l'intrigue où on comprend pourquoi c'est un tome 2 en fait et c'est... Ouah, j'ai bondi, j'ai véritablement bondi hors de mon bain parce que je trouve ça hyper ingénieux. En fait, le tome 1, donc le manuscrit inachevé, on en parle beaucoup dans ce livre parce qu'en fait, il agit un petit peu comme un personnage parce que dans le manuscrit inachevé, en fait, on est dans un livre où, en fait,
le livre est imaginé comme un fils, le fils d'un romancier qui explique qu'il a trouvé le manuscrit de son père qui n'était pas terminé et qu'il a décidé, en accord avec la maison d'édition, de publier ce manuscrit et de lui donner une fin, et que donc le manuscrit inachevé, c'est parce que le père donc ne l'avait pas terminé, mais le fils et j'ai envie de dire et le Saint-Esprit, mais bon bref, je vais laisser mes petites blagues de côté pour plus de clarté au niveau de ce vlog. Et donc le fils de l'écrivain, en accord avec la maison d'édition, a inventé la fin de l'histoire du père qui s'appelle Caleb Traskman, je pense que c'est ça son nom, attendez je vérifie, c'est ça, Caleb Traskman. Et donc ainsi, le livre a quand même une conclusion et le fils avec la maison d'édition sont véritablement immergés dans le manuscrit, dans l'histoire, etc. pour essayer de trouver la fin la plus probable possible, parce que Caleb Traskman est un écrivain de thriller connu pour ses intrigues hyper tortueuses et pour ses fins qui surprennent à chaque fois le lecteur. Et donc, comme il a cette habitude d'avoir véritablement une intrigue hyper ingénieuse, hyper tortueuse, où on a du mal à découvrir l'identité du coupable, le fils et la maison d'édition ont véritablement exploité les différentes pistes pour essayer de trouver une fin qui correspond à l'intrigue de Caleb Traskman. Et donc, le manuscrit inachevé, quand on le lit, le prologue, c'est le fils qui parle, qu'il a donc trouvé le manuscrit de son père, qu'il l'a terminé, etc. À un moment donné dans le livre, on apprend que là se termine le roman de Caleb Traskman et donc la fin est imaginée par son fils. Et en fait, ici, l'enquête donc de Gabriel le mène sur... Juju? T'es rentré? Oui, je termine de filmer. Bonjour. Tu veux intervenir? Attenzione! Ah, voilà les deux guests préférés de tout le monde qui est abonné à cette chaîne. Non, ça marche pas très bien. Non, bah non, hein. Ouais, Le c'est Youm, il est... Attends. Bonjour. Bonjour, mon petit lapin. Tu dis Bisous. bonjour à la communauté? Ah. Allez, laissez-moi terminer. Et donc, à un moment dans ce livre, Gabriel Moscato va trouver un livre qui s'intitule Le manuscrit inachevé, écrit par ce fameux Caleb Traskman, qui va devenir du coup un élément, ou en tout cas une personne qui va prendre part à cette intrigue, et le manuscrit inachevé va quand même prendre va donner un certain tournant à cette histoire d'Il était deux fois. Et donc je trouve ça hyper ingénieux de nous avoir déjà donné un tome 1 qui peut se lire comme un roman indépendant, mais plus que cela, l'histoire a vraiment été imaginée pour être imbriquée dans Il était deux fois et pour jouer un rôle quand même... Ça a l'air d'avoir un rôle quand même hyper important, et de faire intervenir donc l'écrivain fictif du roman de Franck Tillier, le manuscrit inachevé, qui dans son histoire est l'écrivain, donc le romancier qui a écrit le manuscrit inachevé, et de faire intervenir du coup ce personnage dans celui-ci et de lier comme ça les deux intrigues. Franchement, j'ai trouvé ça ingénieux. J'ai jamais... été confrontée à ce genre de situation, à ce genre d'imbrication, d'intrigue, et franchement je trouve ça trop bien. Ça donne une nouvelle dimension à cette lecture et ça renouvelle mon excitation pour ce livre. Je suis de nouveau excitée, mais comme jaja. J'ai trop envie d'avancer, j'ai trop envie de connaître la fin de cette histoire, j'ai envie de voir encore plus quelle est l'implication du manuscrit inachevé et de Caleb Traskman dans cette histoire, et voilà, et c'est vraiment très tortueux, c'est vraiment... Ah, j'adore, franchement je prends énormément de plaisir, et j'ai tellement pris de plaisir qu'hier pendant ma petite baignade, je me suis baignée un petit peu plus d'1 heure, j'ai dévoré 70 pages du bouquin, tellement que j'étais pris dans l'histoire, j'étais prise dans l'intrigue, j'ai lu, j'ai dévoré jusqu'au moment où mon bain devenait froid et qu'il était temps de sortir pour me mettre dans mon lit parce qu'il était également temps d'aller dormir. Mais vraiment, je suis
je suis excitée comme jamais. Je trouve que ce livre est incroyable. Il y a plein de rebondissements. C'est plein de rebondissements qui nous mènent véritablement sur un jeu de pistes. On voit pas on sent que l'enquête, en fait, elle se complexifie au plus on avance. Et en fait, on n'en voit pas la fin de cette enquête. Mais on voit que c'est vraiment... Enfin, c'est tortueux, c'est plein de suspense, c'est plein de rebondissements, de nouveaux éléments qui débarquent et on est reparti sur une nouvelle piste et on continue cette piste et ça nous mène sur une autre piste. Enfin bref, c'est vraiment un roman hyper haletant, au rythme hyper soutenu et moi je suis... Attendez, j'ai une peluche, ça me perturbe. Voilà, je pense que c'est bon. Bref, donc du coup je disais... voilà, c'est vraiment un rythme hyper haletant et moi je suis à fond dans ce bouquin. Franchement, je suis prise, mais plus par l'histoire. Je n'ai qu'une envie, c'est de me poser, de le dévorer. Là, je suis dégoûtée qu'une nouvelle semaine ait commencé et qu'on n'ait pas un jour férié. Ici, là, que ce lundi n'était pas férié parce que je n'ai qu'une envie, c'est de retourner dans ce livre et de me dévorer cette fin. Il me reste 200 pages, quelque chose comme ça. Même pas, 180 pages et j'ai envie de les bouffer, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de savoir et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui est arrivé à Julie, hein, donc à la fille de Gabriel Moscato. Est-ce qu'elle est en vie? Est-ce qu'elle n'est pas en vie? Qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi. Donc voilà, je suis véritablement... on fire dans ce livre. Je passe un excellent moment. J'espère que ça va continuer sur sa lancée parce que si ça continue comme ça risque d'être un coup de cœur. Voilà, donc j'ai trop hâte d'avancer et je suis triste de ne pas pouvoir vous donner mon avis dans ce vlog, mais du coup ça vous laissera un petit peu le suspense pour le prochain vlog et stay tuned comme j'aime à le dire. Donc voilà un petit peu pour ma lecture papier. Je me suis rendu compte que dans le précédent rush, je ne vous avais pas parlé d'un livre que je vous avais présenté dans le précédent vlog. Je vous avais expliqué avant de partir en vacances que j'étais en pleine lecture de Qui a tué Palomino Molero de Mario Vargas Llosa et je l'avais pas terminé au moment où j'ai clôturé mon dernier vlog et je vous en ai pas parlé dans la vidéo qui est sortie donc la semaine dernière. Donc dans ma vidéo qu'est-ce que j'ai lu lors de mes vacances en Égypte. Finalement j'ai terminé ce livre right on time avant mon départ en vacances. Genre vraiment je l'ai terminé 10 minutes avant de prendre la voiture pour aller à la gare pour ensuite aller à l'aéroport de Paris. Donc voilà, donc pour rappel dans ce livre, le livre s'ouvre sur le meurtre totalement atroce et abominable donc de Palomino Molero qui a été atrocement mutilé. On a du coup le lieutenant Silva et le sergent Lituma qui vont être mis sur cette enquête et cette enquête va les mener dans l'univers d'une base militaire assez secrète et ils vont également sillonner plusieurs villages du Pérou où ils vont rencontrer des habitants hauts en couleur, à la fois loufoques, à la fois truculent mais également pitoyable pour certains. Et donc avec ce livre c'est une véritable plongée dans la société péruvienne des années 50. Alors c'était une très belle sortie de zone de confort pour moi, hein, clairement, parce que c'est pas le genre de roman que j'ai l'habitude de lire. On est ici dans un roman contemporain qui certes flirte un petit peu avec le roman policier parce qu'on est sur une enquête, on va essayer de découvrir qui a tué donc Palomino Molero, mais on est plus ici dans une critique sociale, une critique de la vie militaire, de la société rurale, de son mode de fonctionnement et des valeurs qui sont prônées par tout ce beau monde, hein, en réalité. Donc voilà, c'est véritablement une critique sociale et moi j'ai pas vraiment accroché en fait à ce livre, non pas par la thématique abordée, donc non pas par la critique sociale et par le fait que ce soit un roman contemporain, mais plutôt par le ton utilisé et par la plume de l'auteur. Alors heureusement que le livre est court, hein, il fait que 190 pages, parce que je pense que s'il était plus long, s'il faisait plus de 190 pages, ça serait parti sur un abandon, parce que je n'ai pas du tout accroché avec le style, en fait. Je l'ai trouvé véritablement vulgaire,
Les personnages sont tous plus rustres les uns que les autres. Le lieutenant Silva, lui, il est hyper graveleux. Il ne pense il ne pense qu'à une dame et il n'a qu'une envie avec cette dame, c'est de la mettre dans son lit, de découvrir son intimité, de lui faire des choses, voilà. Et donc on est en permanence en fait avec donc le lieutenant Silva et le sergent Lituma, et le lieutenant Silva ne pense qu'à ça, quoi. Et c'est véritablement graveleux, il est un peu obsédé, c'est à la limite de l'obsessionnel, et ça m'a véritablement dérangée. Et en plus de ça, tous les autres personnages sont vraiment rustres et n'ont pas un langage très poli, très soutenu. Enfin voilà, tout leur langage est vraiment fleuri, et j'ai pas du tout, j'ai pas du tout accroché à ce style. Alors je suppose que oui, c'est un peu représentatif des personnes qui habitent les villages à cette époque, mais je sais pas, je trouve que c'était trop. Voilà, je n'ai pas du tout accroché au style. Pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, je vais vous lire la première phrase du livre. « Bordel de merde de vérole de cul », balbutia Lituma en sentant qu'il allait vomir. Voilà. Ça, c'est la première phrase, donc ça vous met tout de suite dans l'ambiance. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui est extrêmement choqué ou qui est réfractaire au vocabulaire un petit peu grossier, pas du tout, j'en utilise même moi-même beaucoup dans mon quotidien, mais je sais pas, à force d'avoir ce côté très salace des personnages, à force d'avoir ce vocabulaire vraiment, voilà, au ras de la quéquette, hein, non, ça m'a véritablement dérangée, et heureusement que le livre est assez court et qu'il y a quand même un côté assez addictif au niveau de l'intrigue, parce que j'avais envie de connaître qui a tué Palomino Molero. J'avais envie de savoir pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans cet état, pourquoi est-ce qu'on l'a atrocement mutilé. Donc heureusement qu'il y a ce suspense en arrière-plan, et heureusement que le livre est assez court, parce que sinon je pense que ça serait parti sur un abandon, parce que voilà, en tout cas je n'ai pas du tout accroché au style, mais je suis quand même d'un autre côté hyper ravie d'être arrivée à la fin de ce livre, parce que non seulement j'ai pu débloquer la carte du Pérou sur ma carte des lecteurs sur Livre Addict, parce que je n'avais jamais lu d'auteur péruvien, mais en plus voilà, c'est une belle sortie de zone de confort pour moi, et ça me permet d'enrichir un petit peu ma culture générale au niveau de la littérature mondiale. Voilà donc pour le livre que j'ai terminé juste avant de partir en vacances. Je vous ai parlé de ma lecture en cours du moment, donc il était 2 fois de Franck Tillier, et maintenant, avant de conclure, je vais vous parler également de ma lecture audio, parce que j'ai commencé un nouveau livre en allant courir cette semaine, et j'ai décidé de sortir un autre livre de Franck Tillier, La Chambre des Morts, qui est donc le 2e tome de la saga Charcot et Hennebelle, mais le 1er tome qui met en scène donc Lucie Hennebelle. Donc Franck Tillier a 2 personnages principaux, Franck Charcot, dont je vous ai déjà parlé dans mes précédents vlogs, qui était donc le personnage principal de Un train d'enfer pour Ange Rouge, et il a également une 2e enquêtrice principale, donc qui est Lucie Hennebelle, à laquelle il a dédié 2 romans à elle seule, et puis il va réunir ces 2 enquêteurs dans une enquête, et puis ils vont continuer à collaborer pour les futurs livres qui composent du coup cette saga qui met en scène Charcot et Hennebelle. Donc dans La Chambre des Morts, on va avoir 2 personnes, donc c'est Vigo et Stéphane, si je me souviens bien de leur prénom, et puis comme j'ai pas le livre physique, je ne peux pas aller vérifier, mais normalement c'est ça, Vigo et Stéphane, qui sont tous les 2 malheureusement au chômage. Et un jour, ils vont décider d'aller se venger un petit peu de leur ancienne entreprise en allant taguer des choses pas très sympathiques sur leur devanture. Et ils ont décidé de donner un petit peu plus de frissons à leur soirée, et ils vont partir dans un champ d'éoliennes, tout feu éteint, et ils vont foncer à des kilomètres/heure extrêmement élevés. Sauf qu'à un moment donné, ils vont percuter quelqu'un, ils vont tuer un homme, et ils ne savent pas trop quoi faire, ils sont un petit peu sous le choc, jusqu'au moment où ils découvrent que cet homme transportait un énorme sac de sport dans lequel il y a 2 millions d'euros. Et donc du coup, leur scrupule face au fait qu'ils ont tué un homme va très vite être balayé, parce qu'ils vont faire disparaître le corps, et ils vont prendre le sac de sport et emporter le butin avec eux. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils se sont fait repérer par quelqu'un
pas très fréquentable parce que en fait cette somme d'argent était destinée à payer une rançon parce qu'en parallèle on va suivre quelqu'un qui enlève des enfants qui ont une certaine particularité, mais je laisse un petit peu le suspense planer. Et voilà, donc on va suivre quelqu'un qui enlève des enfants, et c'est justement sur ces enlèvements d'enfants que va être mis la brigadière Lucie Hennebel, parce qu'il me semble elle n'a pas de titre très élevé dans la hiérarchie policière, il me semble qu'elle est brigadière, et en fait elle est mise un petit peu par hasard sur cette histoire d'enlèvement, parce qu'on est à la période de Noël, donc on est au mois de décembre, et il y a plus grand monde en fait dans le commissariat de la région, et donc il faut quand même des gens qui enquêtent sur ces disparitions d'enfants et sur voilà tout ce qui déroule de cette enquête, et donc Lucie Hennebel va être un petit peu mise dans ces circonstances, va participer à l'enquête du coup dans ces circonstances, et on va suivre comme ça un petit peu avoir deux points de vue, donc le point de vue de Vigo et Stéphane qui ont du coup récupéré le pactole, et le point de vue de la police qui vont du coup avoir affaire à un enlèvement d'enfants, le papa qui va payer la rançon pour récupérer sa fille, somme toute le père aurait été assassiné, ils savent pas trop ce qui s'est passé, et en plus malheureusement on a retrouvé le cadavre de sa fille, et puis voilà, les choses vont s'enchaîner comme cela. Alors j'ai lu un peu moins de 50% du livre, je pense que je suis à 45% d'écoute, et franchement c'est Franck Thillier, hein, donc du coup on a des chapitres courts, on a une plume qui est... c'est super bien écrit, donc ça s'écoute avec plaisir. On a en plus des personnages qui sont quand même relativement complexes, donc on a ces deux personnes qui ont tué quelqu'un, mais qui se déculpabilisent un petit peu grâce à l'argent. Ces deux amis vont également un petit peu se disputer, hein, le magot, même si voilà, ils s'entendent très bien, mais bon, on a ces personnages voilà, très complexes, ou en tout cas très bien travaillés de ce côté. De l'autre côté, on va avoir toute la police, avec notamment le focus sur Lucie Hennebel, qui elle vient d'accoucher de jumeaux, qui est mère célibataire, donc qui a du mal en fait à faire face entre sa carrière de flic et sa nouvelle situation de mère. En plus, Lucie Hennebel, comme elle n'est pas trop gradée, forcément elle n'est pas nécessairement bien vue par sa hiérarchie, et pourtant on sent qu'elle en a dans le ciboulot et qu'elle étudie bien les circonstances et qu'elle enquête super bien quoi sur l'enquête sur lequel elle est mise. Et donc on va avoir voilà ces deux univers qui évoluent avec des personnages de chaque côté qui sont extrêmement intéressants. On sent qu'il va y avoir un bon développement de chaque côté des personnages, et entre ces deux histoires il y a forcément la personne qui enlève les enfants, et donc voilà, et donc ce méchant a l'air aussi extrêmement complexe, et donc on sent qu'on entre ici dans une histoire à la Franck Thillier, donc bien noire, bien vicieuse, enfin voilà, qu'on va prendre beaucoup de plaisir, et que ça ne va pas être le monde des bisounours quoi. Voilà, donc c'est véritablement un plaisir d'écouter cette histoire, je suis bien dans ce livre, comme d'habitude j'ai hâte d'aller faire mes petites sorties running pour pouvoir l'écouter un petit peu plus. J'ai déjà une petite idée, alors non pas sur l'identité de la personne qui enlève les enfants, mais sur le prologue. Le livre s'est ouvert sur une scène, et je pense savoir voilà, pourquoi il nous a ouvert ce livre sur le prologue. Voilà, je commence un petit peu à faire mon petit chemin mental à ce niveau-là. Sinon, au niveau de l'enquête, je me laisse totalement porter, et j'ai hâte de voir dans quel sombre destin, dans quel recoin hyper noir et violent va nous emmener l'auteur. Je suis extrêmement curieuse, et en tout cas je prends beaucoup de plaisir à écouter ce livre, vous l'aurez compris. Et voilà, c'est sur cette update lecture aussi bien papier que audio que je clôture cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous avez lu les livres que je vous ai présentés cette semaine? Qu'en avez-vous pensé? Et si vous ne les avez pas lus, est-ce que je vous ai donné envie de les découvrir? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Également, si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et en attendant de vous retrouver dans un prochain vlog, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!